Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce quatrième épisode de la série pour créer un dungeon crawler sur Unity. La dernière fois, on a fait en sorte que le joueur puisse être poursuivi par un ennemi. Ce petit gobelin vert ne va pas nous lâcher et va nous suivre absolument partout. Le but d'aujourd'hui, ça va être de permettre au joueur de se débarrasser de cet ennemi qui n'arrête pas de nous suivre partout. On va donc ajouter la possibilité pour le joueur d'attaquer ses adversaires. Vous êtes prêts? C'est parti. Je vais arrêter le mode play. Si comme moi vous avez beaucoup de messages qui apparaissent ici dans la console lorsque le jeu est en mode play, en run, eh bien tous ces messages ils sont dus à A-Star qui fait donc les calculs permettant à l'ennemi de se déplacer. Si jamais vous voulez les désactiver, vous pouvez aller sur l'objet A-Star. On peut descendre un petit peu dans Settings. On a ici la partie Debug qui correspond donc à l'affichage de tous ces messages. Vous pouvez changer le path logging en None, et de cette manière, vous ne devriez plus avoir aucun message dans la console au moment où le jeu est en train de tourner. Voilà, ça c'était la petite astuce avant de s'attaquer au sujet du jour. Pour permettre à notre joueur d'attaquer, il va falloir qu'on lui ajoute un script qui lui permet de faire ça. Je précise également qu'aujourd'hui on va rien importer, donc on n'a pas besoin d'importer un Unity Package comme on l'a fait pendant les 3 épisodes précédents. Aujourd'hui on va tout faire nous-mêmes, on va beaucoup parler de technique, de logique, et on va donc surtout rédiger et adapter des scripts existants. On peut donc sélectionner Player dans la hiérarchie, on va descendre tout en bas, et on va ajouter un nouveau composant qui sera un nouveau script qu'on peut appeler Player Attack. Une fois ce script créé, vous pouvez simplement l'ouvrir dans votre IDE. Nous voilà donc dans un script tout neuf. On va pouvoir enlever la void start, on n'en aura pas besoin dans ce script. Par contre, la void update, on va la laisser de côté, on en aura besoin un petit peu plus tard. Tout d'abord, le joueur, pour pouvoir effectuer une attaque, il a besoin de savoir à quelle distance il va pouvoir toucher un ennemi, donc la portée de l'attaque, et on va également avoir besoin de savoir combien de dégâts on va infliger à notre ennemi. On va donc commencer par ajouter une variable pour chacun de ces éléments. On va ajouter une variable float qu'on va appeler attack range, donc la distance, la portée d'attaque, que je vais mettre à 1,5 par défaut. Comme d'habitude, je vous recommande d'utiliser les mêmes valeurs et vous pourrez de toute façon les adapter un petit peu plus tard si vous le souhaitez. Pour les dégâts, aujourd'hui on n'a pas vraiment de référence, notre ennemi n'a pas encore un nombre de points de vie bien défini, donc on va prendre une valeur plutôt standard et on va dire qu'on va faire 10 points de dégâts. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on pourra modifier plus tard. Maintenant, avant de passer à la possibilité de pouvoir lancer une attaque, on va juste ajouter une petite méthode utilitaire qui va nous permettre de visualiser la portée de l'attaque. Parce que ici, je vous dis qu'on a 1,5 de portée d'attaque, donc sur Unity, ça représente une unité et demie. Il faut savoir que sur Unity, eh bien, une unité, c'est 1 mètre. Mais vu qu'on est dans un environnement 2D, c'est beaucoup plus dur à imaginer. Donc, on va utiliser une méthode qui s'appelle onDrawGizmos selected. Faites bien attention à l'orthographe, c'est très important. C'est une méthode entre guillemets magique qui doit porter ce nom pour bien fonctionner tel qu'on l'attend. À l'intérieur, on va commencer par définir une couleur. On va faire gizmos.color égale color. Et là, vous pouvez prendre la couleur de votre choix. Alors moi, je vous recommande rouge parce que c'est ce qui ressortira le mieux. Et en dessous, on va ajouter une autre ligne qui sera gizmos.drawWireSphere. À l'intérieur, on va devoir lui passer 2 éléments, l'endroit depuis lequel on va dessiner cette sphère. Donc ça va simplement être le centre de notre personnage, donc transform.position. Et ensuite, on va donner le rayon de cette sphère, qui sera donc la portée d'attaque, attack range. On va pouvoir sauvegarder ce script. On va revenir directement sur Unity. Et vous allez voir apparaître autour de votre joueur, une fois la compilation terminée, cette espèce de sphère rouge. Et cette sphère rouge, elle représente, comme je l'ai dit, la portée d'attaque. J'en profite pour vous expliquer un petit peu comment va fonctionner l'attaque du joueur par rapport à l'ennemi. Je vais prendre mon joueur et je vais passer en mode déplacement pour que ce soit un peu plus parlant. Il faut savoir que dans un dungeon crawler, alors ça dépend toujours des jeux, mais on va dire de manière générale, la force des ennemis ne vient pas vraiment de leur intelligence ou des points de dégâts qu'ils vont vous effectuer. Leur force, c'est bien souvent leur nombre. Le joueur va être tout seul, il va être face à plein d'ennemis qui sont pas très puissants, qui n'ont pas beaucoup de points de vie, mais ils sont nombreux. C'est ce qui fait leur force. En préparant cet épisode, donc, je suis parti du principe que notre joueur va avoir une attaque assez permissive.
je me suis dit que ce serait intéressant de pouvoir attaquer en demi-cercle. On va donc faire en sorte que si le joueur regarde sur la droite, il va pouvoir toucher tous les ennemis qui sont dans cette moitié droite de la sphère. Donc que l'ennemi soit pile en face du joueur comme ici, ou que le joueur soit ici, lorsqu'il va attaquer ici, il touchera l'ennemi, parce qu'il y a une partie de l'ennemi qui est bien dans la sphère. Par contre, si notre joueur il est ici, et qu'il regarde dans cette direction, vers la droite, et qu'il lance une attaque, eh bien cet ennemi ne sera pas touché, parce qu'il sera dans l'autre moitié, dans l'autre demi-cercle. Donc voilà comment vont fonctionner les attaques. On va être assez permissif. Donc si on a notre joueur qui est placé ici, et qu'il lance une attaque sur la droite, eh bien il va quand même toucher l'ennemi, parce que l'ennemi est juste au-dessus de lui, et on va faire, comme je l'ai dit, une attaque assez permissive. Ça va nous permettre de simplifier le système, parce qu'on n'aura pas besoin de traiter l'attaque dans les 4 directions, on va juste traiter sur l'axe horizontal, donc sur la moitié droite, sur la moitié gauche de cette sphère. Ça va beaucoup simplifier la partie technique fonctionnelle des attaques, mais ça va aussi nous simplifier la gestion des animations du personnage. Parce que vous l'avez vu, notre personnage, qu'il aille vers le haut ou vers la droite, l'animation est la même. On va juste vraiment se baser sur l'axe horizontal. Voilà tout. C'est important que vous sachiez ça pour que vous compreniez pourquoi est-ce que je vais vous parler d'attaque en demi-cercle. Je vous rappelle que ce projet et cette série de vidéos, elle est plus à destination des débutants, donc on va vraiment essayer de toucher à toutes les bases dans leur globalité, et après, si vous le souhaitez, vous pouvez bien évidemment faire évoluer tout ce système quand vous serez beaucoup plus à l'aise avec Unity, pour ajouter des animations dans les 4 directions, faire des attaques vers le haut, vers le bas, la droite ou la gauche, et tout ça indépendamment. Mais pour l'instant, continuons avec ce système un peu plus simpliste et beaucoup plus abordable pour tout le monde. Maintenant qu'on voit un petit peu mieux la portée d'attaque, on va pouvoir s'attaquer à la partie suivante. On va dans la Void Update définir une touche qui va nous permettre d'attaquer. Donc on va aller vérifier s'il y a un input, ça vous connaissez, on l'a déjà fait lorsqu'on a fait les déplacements du joueur. De mon côté, je vais dire que la touche qui va permettre d'attaquer, ça va être la barre espace. Je vous avoue que forcément ça m'arrange bien parce que je suis sur un MacBook. J'enregistre mes vidéos un petit peu partout et du coup j'ai pas forcément une souris à ma disposition, donc ça m'arrange bien de pouvoir utiliser le clavier. Mais vous pouvez tout à fait utiliser une autre touche du clavier ou alors utiliser un bouton de la souris. Et on va dire simplement que si on appuie sur cette touche qu'on a définie, on va appeler une méthode qui s'appelle perform attaque. Cette méthode, on va la créer juste en dessous, perform attaque. Et comme je vous le disais, ces attaques, on va les effectuer en demi-cercle. Donc soit sur la droite si le personnage regarde à droite, soit sur la gauche si le personnage regarde à gauche. Cette info, en fait, on l'a déjà, mais pas dans ce script directement. Si vous vous souvenez bien, à l'épisode 2, on avait dit que si le personnage regarde à droite, eh bien, sur le sprite renderer, on ne touche pas au flip, à cette valeur ici. Par contre, si le personnage regarde à gauche, on va activer le flip X, ce qui va faire en sorte que le visuel va être inversé. On va flipper le visuel sur l'axe horizontal, sur l'axe X. Donc nous, ce qu'on va pouvoir faire dans notre script player attack, c'est une référence à sprite renderer, et on va simplement vérifier la valeur de flip X. Si c'est activé, c'est qu'on regarde à gauche. Si c'est pas activé, c'est qu'on regarde à droite. Donc retournons dans notre script. On va donc ajouter une nouvelle variable qui sera une référence à notre sprite renderer, qu'on va appeler sprite renderer avec un S minuscule au début. Et dans perform attack, on va créer une variable temporaire qu'on peut appeler looking left. Donc est-ce que le personnage regarde à gauche? Et on va dire que si sprite renderer.flip x, si cette valeur est cochée, c'est que le personnage regarde à gauche. Et avec cette information, on va pouvoir, un petit peu plus tard dans le script, savoir si on veut attaquer donc en demi-cercle sur la gauche ou sur la droite. Maintenant, notre but, ça va être de récupérer tous les éléments qui sont dans cette fameuse sphère à la portée d'attaque du joueur. Donc dans un premier temps, parce qu'Unity ne nous permet pas de récupérer des objets dans un demi-cercle, on va vraiment récupérer tout ce qu'il y a dans le cercle complet. Donc pour ça, on va se baser sur les boîtes de collision. Donc on va récupérer tous les éléments qui ont une boîte de collision. Alors vous me direz, bah d'accord, mais c'est pas forcément un ennemi qu'on va toucher. Ça peut être du décor, ça peut être un allié, ça peut être un bonus, ça peut être un peu tout et n'importe quoi, et vous avez totalement raison. C'est pour ça que juste après, on fera un filtrage. Donc on va utiliser une méthode qui s'appelle overlap circle all, pour récupérer tous les éléments dans un cercle. Et ce cercle, on va le générer au centre du joueur, donc sur l'objet actuel, et le rayon de ce sphère sera de taille attaque range. Et donc rien qu'avec ça, alors j'ai juste oublié au début ici d'ajouter les crochets, parce qu'on va bien récupérer un tableau d'objets, on va récupérer plusieurs objets. Et j'allais dire, vous remarquerez que cette ligne ressemble beaucoup à celle qu'on a
rédiger ici pour le draw wire sphere qu'on a en bas. Et c'est normal, le but de cette ligne en bas dans le draw wire sphere, c'est vraiment de montrer visuellement dans l'éditeur la portée d'attaque du joueur. Et pour ça, on va partir du centre du joueur, transform.position, et le rayon de cette attaque, c'est attack range. Donc là, en fait, on va réellement effectuer, d'un point de vue technique, la récupération des objets dans cette sphère. D'ailleurs, vous pouvez sauvegarder, j'ai pas pensé à vous le montrer tout à l'heure, si on revient sur Unity, le Draw Wire Sphere, donc qui permet d'afficher ce cercle rouge plutôt, vu qu'on est en 2D, eh bien, il va être dynamique. Vous voyez que Attack Range est à 1,5. Si j'augmente cette valeur, on va voir le cercle augmenter. Donc ça, c'est dynamique et c'est vraiment pratique parce que ça va vraiment nous permettre de voir visuellement à quelle distance on peut attaquer. Ça va être beaucoup plus parlant que de marquer juste 1,5. On peut revenir dans le script. Et maintenant qu'on a rédigé cette ligne, eh bien on a récupéré tous les éléments qui ont une boîte de collision et qui sont autour de notre personnage. Mais nous, on ne veut pas forcément effectuer des dégâts à tous ces objets. On veut surtout les effectuer aux ennemis. Donc il va falloir qu'on passe sur ce tableau, qu'on boucle sur ce tableau avec un for each. Et on va dire que pour chaque élément de type collider 2D, qu'on va appeler collider, à l'intérieur de ce tableau, eh bien on va vérifier que l'objet qu'on a récupéré, sur lequel on est en train de boucler, possède bien le tag ennemi. Et si c'est le cas, ça veut dire que parmi tous les éléments qu'on a récupérés, eh bien celui qu'on est en train de vérifier, il a bien le tag ennemi, c'est qu'on est face à un ennemi et donc qu'on va pouvoir lui appliquer des dégâts. Toujours à condition que l'ennemi soit bien placé, qu'il soit devant le joueur, ou du moins dans le demi-cercle correspondant. Et justement, avant d'aller plus loin, on va parler un petit peu des tags et on va aller configurer notre ennemi pour qu'il ait justement ce tag. Les tags, ce sont des espèces de catégories. On va pouvoir définir des objets sur Unity, des game objects dans des catégories. Ça va nous permettre de plus facilement les récupérer, notamment dans ce cas par exemple où on va pouvoir avoir un grand volume d'objets, mais on n'a pas envie d'avoir tous ces objets. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment certains spécifiques d'une certaine catégorie. Et donc pour ça, on peut aller sur notre ennemi, et au niveau du tag, ici, on voit que par défaut, il est untagged, donc il n'a pas de catégorie, et on a un certain nombre de tags présents par défaut, mais nous, on va en ajouter un. On va aller sur Add Tag. Et ici, on va ajouter un tag ennemi. Vous remarquerez que je l'écris en anglais. Je vous recommande de faire de même pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Si vous vous souvenez bien, on avait ajouté des layers, notamment le Ignore Pathfinding, qui permet de définir certains objets comme étant des zones où les ennemis ne peuvent pas se déplacer. Eh bien, les tags, c'est un peu le même principe que ces layers. Les tags, ce sont littéralement des étiquettes, c'est pour étiqueter, catégoriser des objets. Les layers, ce sont plus des couches. Donc il y a une petite différence entre les deux, mais en termes fonctionnels, c'est assez semblable. On va donc revenir sur notre ennemi et on va lui appliquer le nouveau tag qu'on a créé et qui apparaît ici, ennemi. Parfait, maintenant que c'est fait, ça veut dire que on pourra détecter cet élément. Et comme je le disais, maintenant qu'on a détecté qu'il y avait un ennemi dans la sphère, eh bien, il faut vérifier par contre qu'on est bien dans la demi-sphère, dans le demi-cercle de la direction dans laquelle on attaque. Parce que là, c'est bien d'avoir récupéré l'ennemi, mais si on attaque et qu'il est derrière le joueur, eh bien, il ne va pas prendre de dégâts. Il n'est pas censé en prendre. Donc pour connaître la direction de l'ennemi par rapport à notre joueur, on va utiliser un vector 2, on va l'appeler direction to enemy, et c'est quelque chose qu'on va pouvoir calculer assez facilement. On va prendre la position actuelle de cet ennemi, donc qui ici est appelé collider.position, et on va simplement soustraire à la position de l'ennemi la position actuelle de notre joueur. Et en fait, avec ce simple calcul, on va avoir une valeur qui sera soit positive, soit négative. Si c'est positif, c'est que l'ennemi il est à notre droite, et si c'est négatif, c'est qu'il est à notre gauche. Cette valeur, on peut la normaliser, donc on peut faire en sorte qu'elle soit comprise entre -1 et 1. Ça évite de travailler avec potentiellement de très grosses valeurs. Même si ici, ce ne sera pas vraiment le cas parce que la distance d'attaque est limitée. Mais par bonne pratique, on va normaliser ça pour travailler avec des petites valeurs et que ce soit un peu plus simple. Maintenant, on va pouvoir définir dans quelle direction est-ce qu'on va lancer l'attaque. Alors, on le sait déjà avec looking left, mais qui est sous forme booléenne. Donc on a soit true, soit false. Nous, on aimerait plutôt un vecteur pour avoir réellement une direction. Alors, on va peut-être même pouvoir transformer looking left en vector 2. C'est aussi ça, la programmation, c'est se rendre compte qu'on peut simplifier ce qu'on est en train de faire. Et ici, on va faire ce qu'on appelle un opérateur ternaire. On va dire que si flip x est activé, alors ce sera vector2.left, parce qu'on est en train d'attaquer vers la gauche. Et sinon, ce sera vector2
.right. Et on peut peut-être même le renommer en attack direction. Voilà. Et oui, ça arrive aussi que je fasse des petites adaptations en live par rapport à mes tests. Si on se rend compte tout de suite qu'on peut simplifier du code, eh bien, il vaut mieux le faire tout de suite. Il ne faut pas laisser traîner parce que sinon ça fait un petit peu l'effet boule de neige. Quoi qu'il en soit, maintenant on connaît l'attaque, ou la direction plutôt dans laquelle on lance l'attaque, et on connaît la direction de l'ennemi. Donc il y a juste à comparer et à vérifier que ces deux éléments corroborent. Donc si l'ennemi est à droite et qu'on attaque à droite, bah tant mieux, on l'attaque, et si on voit que ça corrobore pas, si on attaque à droite et que l'ennemi est à gauche, eh ben il va juste rien se passer. Pour vérifier ça, on va utiliser un produit scalaire. Alors, le nom fait un peu peur, mais en fait, ça fait exactement ce que je viens de vous dire. Le produit scalaire, on va lui donner la direction de l'attaque, la direction de l'ennemi. Il va vérifier si ça corrobore bien. Si c'est le cas, on touche l'ennemi, sinon, il se passe rien. Donc, je rentre pas trop dans les détails techniques du calcul. La raison étant qu'il y a une méthode qui nous permet de faire ça. Donc, on va pas s'éclater à le développer nous-mêmes. On va lui donner la direction de l'attaque, la direction de l'ennemi, et on va simplement vérifier si le résultat est positif, si c'est supérieur à 0. Et si c'est le cas, eh ben, c'est que les deux éléments corroborent et qu'on attaque bien dans la bonne direction. Et c'est donc à ce moment-là qu'on devrait retirer des points de vie à l'ennemi. Vous vous en doutez, si je mets cette ligne en commentaire, c'est qu'on ne va pas s'en occuper aujourd'hui. Mais pour vérifier que ça fonctionne bien, on peut ajouter éventuellement un debug.log et on va juste marquer l'attaque a touché l'ennemi. Comme ça, on va au moins pouvoir vérifier que notre système fonctionne. Tout ce qui est point de vie et animation de l'ennemi, ce sera pour le prochain épisode. On va pouvoir sauvegarder ce script, on va revenir sur Unity, et on va aller tester tout ça. Ça devrait déjà être fonctionnel. Il ne faut pas oublier que la récupération des éléments qui est fait dans le cercle autour de l'ennemi se base sur les boîtes de collision. Or, notre ennemi, lui, n'en a pas encore. On n'en a pas ajouté à l'épisode précédent. Donc on a un visuel, on a de quoi le déplacer, un rigid body. Par contre, il n'a pas de boîte de collision. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, hein, l'ennemi il peut nous traverser. On va donc ajouter un composant qui va être un Circle Collider, donc une boîte de collision en forme de cercle. Vous le voyez ici, dans la scène, elle est beaucoup trop grande. Donc on va diminuer juste un peu le radius de manière à ce que ce cercle soit autour de l'ennemi. Donc là, par exemple, j'ai mis 0,5 et c'est pas trop mal. Donc vous voyez que ça dépasse un petit peu, mais c'est pas grave. Le but, c'est d'avoir quelque chose qui correspond à la forme à peu près de notre personnage. On aurait également pu utiliser une boîte de collision en forme de carré, mais l'avantage des boîtes de collision en forme de cercle, c'est que lorsque deux éléments vont se toucher, eh bien, ils vont un petit peu glisser l'un sur l'autre. Alors que si on a deux boîtes carrées, bah, ça glisse pas du tout, et du coup, ça peut donner lieu à des interactions un peu étranges au niveau des boîtes de collision. Donc c'est mieux d'utiliser en forme de cercle quand c'est possible. Notre cher joueur, justement, je crois qu'il n'a pas de boîte de collision non plus. Je vérifie, mais effectivement, il n'en a pas, donc allons-y, on va en ajouter une aussi. Donc on ajoute un Circle Collider 2D, et d'ailleurs, ça devrait fonctionner également avec 0,5. Ça évitera que l'ennemi et le joueur puissent toujours se traverser. La dernière petite chose qu'on va devoir faire, avant d'appuyer sur Play, c'est dans notre script Player Attack, référencer le Sprite Renderer. On a besoin, pour rappel, de ce Sprite Renderer pour savoir dans quelle direction on regarde. Donc il est juste ici, c'est ce composant qu'on va glisser-déposer là-dedans. Et ensuite, on va simplement pouvoir appuyer sur Play et tester tout ça. Je vais donc commencer par me placer à côté de mon ennemi, mais je vais regarder sur la gauche. Si j'appuie sur la barre espace, il ne se passe rien. On n'a pas de message dans la console, l'ennemi, lui, n'a pas bougé, il ne se passe rien. Donc c'est normal, on a attaqué dans la direction gauche, et l'ennemi, lui, est à l'opposé. Par contre, si je regarde maintenant sur la droite, et que j'appuie sur la barre espace, on peut voir dans la console qu'on a bien un message « L'attaque a touché l'ennemi ». C'est donc que notre système d'attaque fonctionne. Si je me mets au-dessus de l'ennemi, ici, et que j'appuie sur espace, alors je suis en mode collapse, je vais le désactiver, pour que vous puissiez voir les messages s'enchaîner. J'appuie sur espace, on voit qu'on a de nouveau le message. Et c'est normal, c'est parce que je vous l'avais dit, on va faire des attaques en demi-cercle. Les attaques sont assez permissives. Donc l'ennemi ici, il est toujours dans le demi-cercle sur la droite du joueur, donc il va prendre l'attaque. Par contre, si je vais un petit peu plus loin, ici, et que j'appuie sur la barre espace, on voit qu'il n'y a pas de message dans la console, parce que là, l'ennemi, il est considéré derrière le joueur, dans l'autre demi-cercle derrière lui. Donc on va dire si je reste à peu près au même endroit, mais que je me retourne, et que j'appuie sur la barre espace, là, on a de nouveau le message. Voilà donc pour la possibilité d'attaquer notre ennemi, de le toucher.
Ce que je vous propose très rapidement avant de mettre fin à cet épisode, c'est au moins de traiter l'ajout de l'animation du joueur. Comme ça, on aura au moins une évolution visuelle sur cet épisode. Donc allons-y, on va ajouter une petite animation d'attaque au joueur. C'est quelque chose qu'on a déjà fait à l'épisode 2, donc ça va être assez semblable. Vous pouvez sélectionner le joueur. On va aller dans Windows, puis Animation, Animation. Cette fenêtre, vous la connaissez. Moi, je la mets toujours là en bas. Ou plus précisément là en bas, mais un peu sur le côté, parce que je vais avoir besoin d'accéder à la fenêtre Project. On va ici cliquer sur le nom de l'animation qui est affiché, donc Idle, et on va faire Create New Clip pour créer une nouvelle animation. Cette animation, on va l'appeler Attaque, tout simplement. Je vais modifier l'endroit où on va sauvegarder cet élément. On avait mis les précédents dans Animation, je crois, et on va l'enregistrer ici. Les frames pour l'animation d'attaque, on les avait déjà importés la dernière fois, donc on les retrouvera dans le dossier Asset. Alors je vais changer un peu l'affichage pour s'y retrouver, Player Tile Sheet. Et que je me souvienne, on peut le voir ici, 11, 12, 13, donc voilà, c'est celle-là, c'est la 12. Donc on voit ici le joueur qui prend son épée en main, et ensuite on voit la suivante, le coup d'épée sur 1, 2, 3 frames. Et ensuite c'est terminé. Donc on va pouvoir importer ces 12 éléments, donc 12, 13, 14, 15, que vous retrouvez donc pour rappel dans Player Tile Sheet. Vous avez une petite flèche, vous cliquez dessus, et ensuite on va récupérer les 12, 13, 14, 15 qu'on va glisser juste ici dans notre fenêtre animation. Donc on peut zoomer un petit peu. Il faut savoir que cette animation va être très brève. Notre jeu, c'est un dungeon crawler. Alors, ça dépend toujours des différents dungeon crawlers, mais on va dire que le nôtre va être un petit peu nerveux. Donc, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que l'animation va être plutôt brève. Donc, je vais tirer ça un petit peu. Je vais aller jusqu'à 0,15 et je vais appuyer sur Play pour essayer. Et là, on peut voir l'attaque de notre joueur apparaître dans la scène. L'animation a l'air assez brève, mais je trouve qu'elle est encore un petit peu trop longue. Ces attaques, il faut vraiment qu'elles se fassent très très vite pour qu'on puisse rapidement repasser aux animations de déplacement. Donc je vais encore diminuer un peu sa durée. Je vais prendre la première frame et je vais la mettre à 0,3. Et en fait, je vais placer la suivante à 0,6, puis à 0,9. Donc tous les 0,3 en fait, je vais mettre une frame et on va essayer ça. Et on peut voir cette fois-ci l'attaque. Donc là, on voit que c'est quand même déjà beaucoup plus rapide. Je vais déjà partir là-dessus et si vous trouvez que l'animation est trop courte, vous pouvez toujours l'allonger un petit peu en déplaçant les frames. De mon côté, je vais partir là-dessus et je pourrai toujours l'adapter un petit peu plus tard si nécessaire. Lorsqu'on avait créé les animations précédentes, je vous avais dit qu'il est conseillé de dupliquer la dernière clé ici pour que la dernière image se joue bien aussi longtemps que les autres. Ici, je vais faire une exception à la règle, ou du moins je vais essayer, parce que, comme je vous l'ai dit, je veux que cette animation soit très rapide. Je veux que les attaques soient instantanées, je veux que le jeu soit très nerveux. Donc on va pas perdre de temps à faire de très longues animations. Donc on va juste essayer avec ça, et si jamais on se rend compte que visuellement c'est pas beau, c'est pas cohérent, c'est pas harmonieux, alors on pourra toujours revenir et modifier cette animation d'attaque. Donc cette animation est prête, on va aller la configurer. Je vais fermer la fenêtre animation, donc ici clic droit, close tab. On va regagner un petit peu en place là en bas. Voilà. Et sur notre joueur, on va aller sur le composant Animator et on peut double-cliquer sur Player. Ça va donc vous ouvrir la fenêtre Animator. Chez moi, elle était déjà ouverte. Alors, je vais remettre Game, Scène et Animator en un seul groupe. Ça me permettra d'avoir un petit peu plus de place. Et on va devoir chambouler un petit peu ce qu'on avait mis en place la dernière fois. Alors, pas beaucoup, je vous rassure. L'animation idle sera toujours l'animation d'entry, donc l'animation de base. Et par contre, l'animation d'attaque, on va pouvoir la lancer n'importe quand, parce qu'on peut lancer une attaque n'importe quand. Qu'on soit en mode idle, on fait du surplace, ou qu'on soit en train de se déplacer. Donc il faudrait qu'on ait des transitions entre idle et walk directement vers attaque. Mais il existe, avec les animateurs Unity, un state qui s'appelle le AnyState, qui est ici, et qui va représenter en fait toutes les animations. Ça veut dire que si on fait une transition ici, on va faire clic droit, make transition, vers attaque, eh bien, si la condition de cette transition est remplie, quelle que soit l'animation qui est en train de se jouer, on va directement jouer cette transition, et donc passer à attaque. En fait, on a juste une transition à ajouter, nous, ici, plutôt que d'en ajouter entre tous les blocs. Ça permet simplement d'être un peu plus rapide et plus organisé. Cette transition, vous l'avez sélectionnée sur la droite ici.
Le As Exit Time va être décoché, et dans Settings, on va changer un petit élément. On va laisser le Fix Duration, par contre, la durée de transition, on va mettre 0. On veut que les attaques soient instantanées, on veut pas qu'il y ait de transition. Et d'ailleurs, juste pour pas l'oublier, vous pouvez sélectionner le bloc attaque, cliquez ici sur l'animation attaque, ça va vous la surligner ici dans le dossier project, dans la fenêtre project. Vous pouvez sélectionner attaque et surtout, n'oubliez pas de désactiver le loop time pour éviter que cet élément, cette animation, se joue en boucle. Et on va revenir donc à la transition dont je vous parlais. Pour pouvoir activer l'animation d'attaque, on va utiliser ce qu'on appelle un trigger. C'est un type de paramètre, donc on en a déjà eu un ici, un paramètre, qui est speed, donc c'était un paramètre de type float, un nombre entier, et on va ajouter nous maintenant un trigger. Un trigger, c'est une action qu'on va pouvoir appeler depuis un script en disant « cet animator, je t'envoie ce trigger et tu te débrouilles ». Et lui, selon les transitions qu'il va pouvoir effectuer via ce trigger, eh bien, il va les jouer, et donc jouer les animations. Donc par exemple, encore une fois, c'est très théorique, expliqué comme ça, donc ça a l'air peut-être un peu compliqué, mais vous allez voir que c'est vraiment très simple. On va l'appeler attaque, ce paramètre, ce trigger, et sur notre transition ici, de AnyState vers attaque, au niveau des conditions, on va appuyer sur plus, et on va sélectionner attaque. Et là, on n'a pas de valeur à définir parce que c'est un trigger. En fait, c'est vraiment un appel qui va être fait. Si on appelle le trigger attaque, on joue l'animation d'attaque. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'une fois que cette animation d'attaque est terminée, il va falloir qu'on revienne aux animations habituelles. Si le personnage a attaqué et qu'il ne se déplace pas, alors on va revenir vers idle. Si le personnage a attaqué alors qu'il se déplaçait, on va revenir vers walk. Donc il va falloir qu'on crée une transition pour chacun. Clic droit, make transition, un vers idle, et directement on va en faire un deuxième vers walk. Et ici, les conditions de ces transitions seront exactement les mêmes que celles qu'on avait utilisées entre idle et walk. On va désactiver le exit time ici. Au niveau des settings, on va faire comme tout à l'heure, on va mettre 0 sur la durée de transition. Et par rapport à la condition ici, on va mettre speed, et on va dire que si speed est inférieur à 0,01, autrement dit que le personnage ne se déplace pas, alors on va jouer la transition vers idle. Pour rappel, on ne met pas 0, on met 0,01 parce qu'il y a une petite valeur de sécurité. Et donc sur l'autre transition qu'on a ici, ça va être vraiment le même principe. On désactive le exit time, on met la durée de transition à 0, et au niveau des conditions, on va mettre speed greater, donc supérieur à 0,01. Comme ça, selon le déplacement du personnage au moment de l'attaque, on va pouvoir transitionner vers la bonne animation correspondante. Et juste avant qu'on passe à la suite, petit oubli de ma part, sur la transition entre attaque et idle, il faut bien activer le as exit time. Sinon, on va complètement skipper l'animation. Bien qu'elle soit très courte, il faut quand même qu'on puisse lui laisser le temps de se jouer. Et du coup, pareil, entre attaque et walk ici, on va bien activer le as exit time. Comme ça, l'attaque aura bien le temps de jouer en entier, malgré que ce soit très court, avant de repasser aux animations habituelles. Il ne nous reste maintenant plus qu'une chose à faire, c'est de pouvoir appeler le trigger attaque depuis le script qu'on a créé tout à l'heure. Donc on peut revenir dans Player Attack. Pour pouvoir appeler un trigger sur un animator, il faut qu'on ait une référence à cet animator. Donc même principe qu'à l'épisode 2, on avait fait pareil. Donc public animator animator. Et dans Perform Attack, on va même pas se baser sur le reste du code de cette méthode, on s'en fiche complètement. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de faire animator.setTrigger. Et le nom de ce trigger, ça va être attaque. Donc qu'on ait touché un ennemi ou pas, qu'il y ait des objets ou pas, on s'en fiche dans tous les cas, on appuie sur la barre espace, c'est qu'on a lancé une attaque, on joue l'animation d'attaque. Le reste ici, la partie logique va vraiment se jouer indépendamment. On va pouvoir revenir sur Unity, et on va aller tester tout ça. Donc la première chose à faire, avant d'appuyer sur Play, sur notre player, script player attack ici, il va falloir qu'on glisse l'animator dans la variable dédiée, pour qu'on puisse bien lancer le trigger. Et ensuite je vais, si j'y arrive, reséparer l'onglet scène et l'onglet game pour qu'on puisse vraiment bien voir l'aspect technique et la réalité, on va dire, de notre jeu sur la droite. Et maintenant, à chaque fois qu'on appuie sur la barre espace, on devrait voir le joueur jouer son attaque. Et comme vous pouvez le voir, l'attaque est très brève, l'animation est très rapide, mais moi personnellement, c'est ce que je voulais. Comme je vous l'ai dit, le jeu va être assez nerveux, on va avoir pas mal d'ennemis à battre, et il va falloir qu'on puisse lancer ces animations très très vite. Et
comme d'habitude, si on regarde dans la console et que j'appuie sur espace et que le joueur est bien en direction d'un ennemi, on a bien le message qui dit que l'ennemi a été touché. Toujours pareil, à l'inverse, ça ne change rien. Si on regarde sur la gauche et qu'on attaque, l'ennemi n'est pas touché. Nous sommes donc arrivés à la fin de cet épisode 4, j'espère qu'il vous a plu. Cependant, je vous ai promis en début d'épisode qu'aujourd'hui, le joueur va pouvoir se débarrasser de cet ennemi incessant qui n'arrête pas de le suivre. Pourtant là, ça n'a pas l'air tout à fait le cas. Alors on a mis les briques de base, donc dès le prochain épisode, on va faire ça proprement, on ajoutera des points de vie à l'ennemi qu'on va lui retirer à force de l'attaquer, mais juste par plaisir, si jamais vous le souhaitez, dans Player Attack. Ici, au niveau du debug, où on dit qu'on a touché l'ennemi, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un destroy collider.gameObject. Avec cette simple ligne, on va faire en sorte que si c'est un ennemi et qu'il a bien été touché, alors on va détruire son objet. Donc si je mets le joueur à côté de l'ennemi et que j'appuie sur la barre espace, voilà, un coup d'épée, c'est terminé, vous avez exactement ce que je vous avais promis. Voilà, je vous montre juste ça pour que vous puissiez un petit peu vous amuser, tester peut-être avec d'autres ennemis. Si vous faites des copier-coller, que vous en mettez plusieurs, n'hésitez pas à tester. Mais dès le prochain épisode, on s'occupera de faire cette élimination proprement, à savoir donc ne pas tout bêtement détruire l'objet, mais bien diminuer les points de vie de l'ennemi et donc l'éliminer s'il n'en a plus. Voilà tout. Encore merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que l'épisode vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode 5. Je vous rappelle que tout le contenu que je réalise sur cette chaîne est disponible gratuitement sur YouTube, et si c'est le cas, c'est grâce au tipeur dont le pseudonyme est affiché sur la droite de l'écran. Si vous aussi vous appréciez mon contenu et que vous en avez la possibilité et l'envie, vous pouvez me soutenir financièrement sur Tipeee. Donc c'est très important pour moi de vous le rappeler à chaque fois. Sans ce soutien financier, cette chaîne ne peut pas exister. Merci d'avance à ceux qui feront un tour sur Tipeee et à très bientôt. Salut!